m'appelle Maurice Rebex, je suis né en 1954 en France. J'ai vécu jusqu'aujourd'hui une vie d'homme d'image, de photographe, un peu travaillé dans le cinéma, d'aventure, de voyage. Alors j'ai publié plusieurs livres, mais qui étaient des livres des albums de photographie, et me voilà l'auteur d'un livre de texte, qui est un petit pavé de 450 pages. À l'origine, c'est un article que j'écris, et puis quand l'article fait 40 pages, on se dit que c'est un peu beaucoup pour un article, et alors petit à petit, on laisse filer le chant de ce qui vient nous murmurer des choses à l'oreille. Léo Ferré disait « je suis dicté », et me voilà peut-être dans la catégorie de ceux qui se retrouvent un peu dictés jusqu'à pondre des sommes comme ça. C'est un essai, on peut dire que c'est un essai où je m'appuie à la fois sur mon expérience de voyageur, mais aussi sur ma vie chez les Lakota, chez les Indiens Sioux, mon insertion parmi eux au sein de leur cérémonie et de leur spiritualité. Et donc c'est un essai sur une autre façon d'être au monde, et une autre façon que la nôtre, que celle des civilisés. C'est une invitation faite aux civilisés à s'ensauvager. Ce qui est très intéressant, c'est que les fameux sauvages, et je vois que parfois on continue d'utiliser le mot pour disqualifier l'autre, même dans la bouche de personnes très autorisées dans notre République. On dit les sauvages, les quartiers qui sont sauvages, les sauvageons. Et il est temps d'en finir avec ça. Il est temps de comprendre que ça, c'est le langage du colon. C'est le langage de celui qui vient pour soumettre, pour dominer, pour punir et pour tuer. Il n'y a pas de sauvages dans ce monde. Il y a différentes civilisations. Et parmi ces civilisations, il y a ce qu'on appelle les peuples premiers. Ainsi, les Papous. Illustrons un peu le propos de mon livre. Les Papous. Bon, les Papous, quand on les regarde avec leur étui pénien, on pourrait considérer qu'ils sont un peu low-tech. Et donc, on pourrait les regarder avec la forme de condescendance avec laquelle le civilisé regarde les sauvages. Mais les Papous, ils sont là depuis 60 000 ans, dans ce biotope où ils vivent. Or, nous, la question qu'on se pose, c'est, serons-nous toujours là dans 60 000 ans? Avec nos machines à laver la vaisselle, avec nos box Wi-Fi, etc. Donc les Papous, avec leur étui pénien à poil dans la forêt, ils sont quand même des experts dans un domaine où nous-mêmes n'avons pas montré beaucoup d'expertise jusqu'à maintenant. Oren Lyons, le chef iroquois, il a ce mot, une société qui ne se pose pas la question morale n'a pas d'avenir. Mon livre, c'est une invitation à se questionner. Moi, j'essaye de partager les questionnements dans un monde très sûr de lui. J'étais très surpris, par exemple, durant cette pandémie. Voilà qu'apparaissait un moment unique, inédit, qui nous a tous un peu sidérés. Et voilà que se présentait une occasion merveilleuse de mutualiser nos doutes, nos interrogations, nos questionnements. Et à la place, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la foire d'empoigne des certitudes. Je détiens la vérité, non, moi je la détiens. C'est ridicule. On pourrait dire c'est puéril, mais si on dit c'est puéril, c'est insulter des enfants. C'est des comportements qui nous disqualifient totalement. Donc moi j'essaye de partager les questionnements, et je me base là-dessus sur un faisceau de fils d'informations qui me viennent des indigènes, mais pas que. Les Blancs ont eu un grand chaman dans l'Occident au XXe siècle qui s'appelait Albert Einstein, le grand chaman blanc. Pourquoi je dis ça? Parce que le type à qui l'univers murmure les lois de l'énergie et de la matière, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a une capacité d'esprit, d'ouverture, de compréhension, de remise en question des savoirs acquis et de capacité de sortir de sa zone de confort. Einstein, il a une formule définitive. On ne règle pas un problème avec le mode de pensée qui l'a créé. Donc pour régler la question écologique, pour régler la question post-industrielle, pour régler la question de civilisation qui est la nôtre, qui n'est pas une question de société, il faut changer de mode de pensée. Pas changer de point de vue, muter, devenir autre. C'est intéressant de voir quelqu'un comme Naomi Klein, qui est une activiste farouche contre le monde capitaliste, contre nos logos, la tyrannie des marques, etc.
Elle-même évoque ça. Son questionnement spirituel, elle ose le mot. Et on voit que ce questionnement-là, il apparaît de plus en plus par les temps qui courent. D'autant que la science vient corroborer la spiritualité des indigènes. Si aujourd'hui on va voir les indigènes, on leur dit, au fait, on vient de découvrir que par le réseau des rhizomes, champignons, etc., les arbres communiquent entre eux. Mes amis indiens, ils vont répondre, ne me faites pas perdre de temps, je le sais, mon arrière-arrière-grand-père le savait déjà. Donc cette relation au vivant, voilà ce qui est intéressant de changer. Alors la Water Family, elle fait deux choses qui sont essentielles. Elle va au seul endroit où on change le monde. Je l'évoquais déjà lors d'un événement précédent qu'on partageait ensemble. Il n'y a qu'un endroit où on change le monde, un seul. C'est pas à Wall Street, c'est pas en Assemblée Générale des Nations Unies, c'est pas dans le darknet des conspirationnistes. Le seul endroit où on change le monde, c'est dans l'esprit et le cœur des enfants, des petits-enfants. Donc, c'est le lieu où il faut aller. Mais après, comment casser le moule? Alors, faire que l'écologie en tant que science soit apprise, c'est un pas. Et de ce point de vue, j'aimerais prendre un élément qu'évoque Richard Louv. Richard Louv, c'est un auteur américain qui est l'inventeur du concept Nature Deficit Syndrome, le syndrome de déficit de nature, manque de nature. Les gens qui vivent déconnectés totalement de la nature. Et il évoque un droit qui pourrait devenir un droit humain, le droit de pouvoir se connecter à la nature. C'est un pas. Mais dans le monde indigène, les hommes médecine, les chamans, les curanderos, les détenteurs de la médecine indigène, eux, ils n'évoquent pas le fait de se connecter à la nature. Ils évoquent le fait de se comporter pour être reconnu d'elle. Ça, c'est un bon. Ça, c'est un bon. Parce que ça sort même de notre entendement. Mais il y a une chose que les gens doivent savoir pour finir, c'est que moi qui ai fait mon coming out, quand j'explique que je remercie l'océan quand je sors de l'eau, ou que je peux m'adresser à des arbres dans la forêt, comme je m'adresse à mes congénères, de la même façon, ça fait sourire. Et il y a des gens qui se disent, bon, enfin, mais il faut que ces gens-là sachent que dans ce monde, il y a des millions et des millions de gens à qui on dit, si on leur dit, oui, mais l'eau, c'est des hectolitres d'eau qui coulent, ou les arbres, bon, bah, c'est des objets, c'est des plantes, ça pousse, etc. Cette vision matérialiste, objectiviste, il y a plein de gens. Pour eux, c'est incroyable qu'on puisse penser comme ça. C'est aussi incroyable pour eux que ça l'est pour certains d'entre nous d'avoir un comportement d'animiste, c'est-à-dire d'avoir intégré que nous sommes des êtres qui vivons parmi une myriade d'autres êtres et qu'il est grand temps de commencer à entretenir avec les autres êtres vivants une relation de bonne entente sans laquelle nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis. Une des pistes explorées dans mon livre. Nous sommes des animaux. Et déjà, c'est très important de le rappeler parce que nombre d'entre nous l'ont totalement oublié. Nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux parmi les animaux. Mais nous sommes des animaux, certes, d'une évolution différente. Sans doute que la posture bipède, le replacement du cerveau, etc. Il y a quelque chose. Donc, qu'est-ce qui nous différencie des autres animaux? Déjà, une chose intéressante, c'est que dans le monde de l'homme blanc, le fait que nous soyons des animaux différents fait de nous des animaux qui dominons tout le reste. Nous sommes les maîtres. Dans le monde indigène, le fait que nous soyons différents nous rend les gardiens de la biodiversité, du reste des animaux. C'est-à-dire que dans le monde occidental, dès qu'on a un don, ça nous donne un droit. Dans le monde indigène, quand on a un don, ça nous crée des devoirs. Nous sommes des animaux métaphysiques. Nous sommes des animaux qui ont développé une forme de conscience d'eux-mêmes, de compréhension de leur finitude, qui génère des questions existentielles liées à notre mort. Nous sommes des animaux qui instaurons des rites funéraires, qui sont une expression de cette dimension métaphysique.
Et en même temps, nous sommes des animaux empathiques. Non pas parce qu'on est sympa, mais parce que l'évolution nous a créé un don, nous a doté d'un don qui nous permet de vivre ensemble. Qui fait que dès qu'on croise un autre être humain, on ne sort pas le casse-tête pour lui briser le crâne. On vit ensemble, en groupe, en bande, en tribu. Et si on additionne ces deux caractéristiques d'empathie et de dimension métaphysique, on en arrive à la conclusion que la spiritualité, c'est une partie de qui nous sommes. La spiritualité, c'est l'homme, pour paraphraser Pascal. Ça n'est pas une catégorie culturelle qui serait acquise, c'est inné, ça fait partie de qui nous sommes. On prend un trader new-yorkais, une poissonnière tokyoïte, un inuit de la banquise et une femme bushman du Kalahari, on les assoit autour d'un feu, et voilà que ces personnes, aux origines différentes, aux cultures différentes, aux vies totalement différentes, vont toutes commencer à éprouver le même sentiment vaguement nostalgique de cette mémoire reptilienne du temps où nos ancêtres étaient autour du feu. Et nous sommes toujours porteurs de ça. Donc ce que les indigènes nous amènent, ils nous amènent la dimension de qui nous fûmes et que nous avons cessé d'être. Et sans doute, est-ce une bonne idée d'aller voir un peu le long de la randonnée si à un moment donné il n'y aurait pas une intersection où on aurait bifurqué sur une piste où les indigènes n'auraient peut-être pas fait le même choix. Pourquoi j'évoque le spirituel? Pour finir, le tout dernier mot, j'évoque le spirituel parce qu'avec le spirituel vient le sacré. Les gens qui ont un problème avec qu'est-ce que c'est le sacré, je ne connais pas. Bon, tu vas dans une maternité, puis fais-toi remettre un bébé né ce matin, que tu l'as dans tes bras là, que tu es tout pris par sa fragilité supposée, tu sais ce que c'est le sacré. Et pourquoi le sacré c'est important? Parce qu'en l'absence du sacré, tout est à vendre. Mais peut-être que, en étant capable de requalifier la sacralité des lieux et des éléments du monde, pouvons-nous réintroduire une relation où parfois tombe le tabou, le bon vieux tabou. Non, pas touche, interdit. Interdit l'extractivisme sur la banquise, interdit de s'en prendre à cette forêt, interdit les platanes de l'avenue machin, de les couper parce qu'il y a un architecte fou qui a décidé que l'alignement serait plus joli sans. Donc le sacré, on en parle, et puis sur la bande son, il y a un petit peu de tonnerre qui vient. Et là c'est bon, je m'arrête.